C'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal Soleil FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une nouvelle force régionale sera déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo pour appuyer celle de l'EAC. Il s'agit de la force de la SADC. L'information ressort du communiqué final du sommet des chefs d'État de cette structure régionale tenu hier à Windhoek en Namibie. Reportage. Les chefs d'État membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont décidés de déployer une autre force de la SADC pour s'ajouter à celle de l'EAC dans l'Est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, la date précise sur le déploiement de cette force régionale et le nombre des contingents n'ont pas été annoncés. La SADC a en outre recommandé que Kinshasa réunisse les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Le président namibien a appelé la SADC à collaborer avec l'EAC et d'autres forces régionales afin de soutenir le gouvernement congolais. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, a souligné que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC est préoccupante avec la détérioration de la situation humanitaire due à la résurgence du M23 et d'autres groupes armés. Signalons qu'au cours de ces sommets, la République démocratique du Congo a été représentée par les membres du gouvernement et des FARDC. Autre point des murs de l'actualité, c'est le drame survenu dans les territoires de Kaléé au sud Kivu. Cette circonstance malheureuse a suscité un élan de solidarité des fils et filles de cette province. Une messe a été dite hier lundi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a également adressé quelques mots de remerciement au gouvernement congolais pour l'urgence dans la prise en charge des obsèques et des sinistres. Suivez. Cette messe d'action des grâces a été dite pour exprimer la compassion envers les familles éplorées dans la province du Sud Kivu par le drame de Kaléé. Modeste Bahati Lukwebo, grand notable élu du Sud Kivu et membre de la communauté affectée par cette tragédie, a pris la parole pour remercier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui, aussitôt informé de cette catastrophe, a instruit les chefs du gouvernement pour la prise en charge des obsèques de ceux qui ont perdu la vie et l'assistance humanitaire aux nombreux sinistrés qui ont tout perdu. Cette messe, c'est en mémoire justement des défunts, mais également une prière de compassion pour toutes les familles éplorées. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons apprécié également le geste du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu dédier cette journée du 8 mai 2023 une journée de deuil en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous, sur invitation de la communauté Bashi Bahavu, le Chinyabuguma Asbel, nous avons tenu à répondre à l'invitation qui nous a été adressée de manière à communier avec nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Signalons que les offrandes récoltées au cours de cette messe seront affectées à l'assistance des familles des victimes et des sinistrés. Et vous le savez, le drapeau congolais est en berne. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les gouvernements pour pleurer ces 400 personnes qui ont péri dans ces inondations. Mais seulement des voix se lèvent de plus en plus pour dénoncer l'enterrement des personnes décédées dans des fosses communes. On écoute Jean Chrysostome Kianaja, président de la nouvelle société civile, dynamique de la société civile, joint au téléphone par Patrick Ngouo. Les victimes méritaient quand même un traitement dignes de leur rang, parce que ce sont des compatriotes qui ont été fauchés à la suite d'une catastrophe naturelle. Ils n'ont pas voulu. Il est de la responsabilité des autorités de leur accorder un traitement digne de leur rang comme des citoyens congolais. Nous avons effectivement été éclairés en constatant les conditions dans lesquelles ces compatriotes sont en train d'être inhumés, d'être jetés dans de fosses communes, comme on dirait, des animaux, sans aucun égard, sans aucune considération. Ça frise même le manque de respect aux morts, alors que dans nos coutumes, dans nos traditions, nous avons cette obligation d'avoir un profond respect à tous ceux qui nous précèdent dans l'au-delà. Donc nous recommandons aux autorités, nous l'avons dit au gouverneur de province, nous profitons encore de cet espace nous accorder pour lancer encore cette interpellation. Il faut qu'ils puissent revoir la manière de faire et que ces compatriotes fauchés
à la suite de cette catastrophe naturelle, soient traités avec dignité, avec honneur, comme cela se passe sous d'autres cieux. Sachez également que le gouvernement congolais poursuit ses actions dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires. Le porte-parole du gouvernement a rassuré l'opinion qu'un plan d'action agricole sera disséminé sur l'ensemble du territoire national. Patrick Mouyaya a aussi évoqué l'évaluation du déroulement de la première journée des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 ainsi que quelques détails sur la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamout. On l'écoute. Il est question de voir dans l'étendue de la République démocratique du Congo comment on affecterait de 100 000 hectares à peu près par province. On en aura 26 millions, je crois, si je calcule bien, pour que nous puissions être d'hectares, pour que nous puissions être en mesure de cultiver de maïs et de répondre à cet impératif alimentaire urgent. Le Premier ministre a eu l'occasion de revenir aussi sur les dispositions qui ont été prises pour la bonne organisation ce matin des épreuves de dissertation, des épreuves préliminaires aux examens d'État. Tout s'est plutôt bien passé en cette matinée et il y a évidemment des questions de sécurité, par exemple la question de la situation à Kwamout et dans la périphérie de Kinshasa a fait aussi l'objet des communications notamment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi du vice-premier ministre, ministre de la Défense. La principale question à Kwamout connaît plutôt la situation est plutôt revenue au calme. Il y a eu quelques situations consécutives à une attaque d'un véhicule de patrouille de la police pas très loin de Kinshasa, mais des dispositions ont été prises au niveau de la police et l'armée devrait intervenir aussi pour être sûr que la paix est totalement restaurée. Mais malheureusement, il s'est observé aussi une réutilisation des images et des messages qui ont été distillés dans l'objectif de semer la panique de la population. Revenons sur le déroulement de la première journée des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. Selon quelques élèves croisés par nos reporters, l'examen a été abordé avec beaucoup de confiance. Alexandre Paulin Kamania et Enoch Mafouka. Un mot peut aider à résumer la réaction des finalistes croisés autour de la première rue dans la commune de Limete. Les élèves en classe terminale ont démarré leur épreuve de hors-session des examens d'État à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national, sans couac sur leur feuille d'examen. Oui, ça s'est bien passé. Il y avait des sujets abordables et les surveillants aussi, ils étaient vraiment fermes. Est-ce que vous avez bien travaillé? Oui, on s'est défendu. Nous étions d'abord bien préparés, l'école nous a bien préparés et on était bien formés. Sur la feuille de dissertation, plusieurs sujets y ont été inscrits pour permettre aux finalistes de faire un choix sur un seul. Yves Elongo Constant était aussi séduit par un sujet. Il y avait plus d'une dizaine de sujets, mais le sujet qui m'a plus un peu tiqué, c'était le sujet qui parle de un bon vainqueur est un bon perdant. Donc c'est les sujets que j'ai dû disserter. Ces élèves, comme les près d'1 million d'autres à travers le pays, seront soumis au reste des épreuves de la hors-session jusqu'à mercredi pour la plupart. Et dans le même chapitre, sachez que les élèves du territoire de Niragongo, précisément dans le groupement des Munigi, ont également passé cet examen d'État. Je vous propose de suivre notre envoyé spécial au centre de Kibumba, David Lupemba. Ici, c'est au centre de Kibumba, délocalisé à Munigi, dans le territoire de Niragongo, au nord de Goma. Savants 6 élèves déplacés de Kibumba suite à la guerre du M23 RDF sont inscrits dans ce centre et y passent les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023. Pour ces premiers jours, ils ont passé l'examen de dissertation et ont reçu des instructions sur le déroulement de toute la session. Quelques autorités de l'EPST sont passées dans ces centres pour les encourager et les appeler au sursaut afin de à ces épreuves malgré leur statut de déplacé. Choukuru Faustin est un élève déplacé. Il vit dans un camp à Munigi et pour cette première journée, il s'est dit confiant et remercie les autorités qui ont pris en charge le frais de participation à l'exéta des élèves déplacés de Niragongo pour cette édition. Aujourd'hui, nous avons fait l'examen de la dissertation. On a posé beaucoup de questions. Par rapport aux frais, on nous a aidés parce que nous sommes des déplacés. Les examens sont
déroulé dans de bonnes conditions. Et aussi, on nous a aidé de payer l'argent. Les parents ne souffrent pas. Je peux dire aux autorités merci et aussi qu'ils continuent de nous aider. Bonjour. Mani Rio Léon, chef de ces centres, a affirmé, lui, que pour cette première journée, aucun incident n'a été signalé dans son centre, sauf quelques absences non justifiées de certains élèves déplacés. Le déroulement a été bon. Il n'y a même pas eu d'incident. Bon, sauf que peut-être le centre est entouré de camps de rescapés. Voilà au moins peut-être ce que nous pouvons déplorer comme situation. Au total, nous avons 126 inscrits, parmi lesquels nous avons 39 filles. Par rapport à la participation, nous avons enregistré 109 au total, dont 37 filles. Donc pour ce qui concerne les abandons, nous avons au total 17, dont 2 filles. Ce centre est l'un des plus grands centres aménagés spécialement pour les élèves finalistes déplacés dans le territoire de Nyiragongo. Ils sont venus de Kibumba et dans d'autres agglomérations qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise sous couvert du M23. Madame Julie Ngwangwa est désormais comptée parmi les anciens gouverneurs de la province de Tanganyika. Elle a été destituée hier lundi au cours de la séance plénière tenue à l'hémicycle. Alain Ngoma nous en dit plus. L'Assemblée provinciale du Tanganyika a appuyé sur l'article 70 du règlement intérieur de cet hémicycle pour éjecter le gouverneur de province accusé de mégestion et de manque de leadership. Cette disposition veut que l'organe délibérant prenne ses décisions si les 2/3 de membres sont représentés. Et donc, 14 députés sur 25 ont décidé que l'histoire de Julie Ngwangwa à la tête de la province s'arrête ce lundi. Une décision que n'a pas voulu digérer le camp de la gouverneure qui a manifesté une colère rouge malgré que l'évidence est déjà là. De ce point de vue, il ne reste que deux options à la chef de l'exécutif provincial, soit de déposer un recours auprès des juridictions compétentes ou appliquer l'article 42 à son alinéa 3 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, soit remettre sa démission au chef de l'État dans les 24 heures. En sport, l'aventure est terminée pour la République démocratique du Congo au 22e championnat du monde de boxe 2023. Tous éliminés de la compétition. Le dernier boxeur congolais en lice, Peter Kabaji, s'est incliné devant le Jordanien Essen par points sur la marque de 1-4 en quart de finale. Lionel Ngolo. C'est une mauvaise nouvelle qui s'éclate pour la bourse congolaise. Les 6 boxeurs congolais engagés au championnat mondial de boxe sont tous éliminés de la compétition. Le dernier boxeur en lice, je cite, Peter Kabeji, est tombé ce mardi 9 mai en quart de finale devant le boxeur jordanien Hussein et par points chez le moins de 80 kilos. En tout professionnalisme, le Congolais Peter Kabeji a reconnu sa défaite. Malgré sa contre-performance, le dernier représentant congolais au 22e championnat mondial n'a pas manqué de mots pour exprimer toute sa reconnaissance au staff technique. Cette 22e édition restera celle de l'histoire pour la bourse congolaise qui a franchi pour la toute première fois de son histoire le place de 8e et quart de finale du championnat mondial. Et en parlant de cette élimination de la RDC au championnat national de boxe, l'analyste sportif Michel Tobo pense qu'il n'était pas question de remporter le titre, mais plutôt faire le premier pas sur le plan mondial. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. À mon sens, le bilan est quand même assez positif parce que nous avons eu
un exploit retentissant quand même, hein, avec Fiston Baya qui a atteint les quarts de finale. Donc il restera jamais dans l'histoire de cette discipline comme étant le tout premier Congolais à avoir atteint les quarts de finale dans cette compétition. Sur ce point, en tout cas, je pense que ceux-là qui ont en charge, en tout cas, la boxe au niveau du pays doivent être félicités. C'est quand même une bonne chose, bien qu'il y a quand même beaucoup à faire. Les 7 pugilistes congolais qui ont participé à ce championnat du monde, c'est vrai, il reste un qui combat ce mardi, Pete KBG, chez le moins de 80 kilos. Voilà, on espère que lui également va faire l'histoire, hein, en atteignant les quarts de finale. Ça serait une très bonne chose, mais l'objectif premier, à mon sens, hein, ce n'est pas peut-être d'aller rafler une médaille dans cette compétition. L'objectif, justement, c'est de faire un pas, voilà, de faire connaître qu'en République démocratique du Congo, il y a également des excellents pugilistes qui peuvent défendre valablement les couleurs du pays sur le plan international, hormis les professionnels, hein, Martin Baruko, Léo, encore Junior Ilunga Makabu, ou Patrick Moukala qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. Mais au niveau de la boxe amateur, hein, c'est le sujet aujourd'hui, en tout cas, c'est quand même une très bonne chose. Tant mieux, ça prouve qu'il y a un travail progressif. Sport toujours, goalball, le concept vous paraît peut-être nouveau, mais sachez que c'est une discipline sportive pratiquée essentiellement par les aveugles. Qu'en est-il des règles de la dite discipline, Fifi Kalombwe? Goalball, c'est non tape à l'oreille certes. Qu'en est-il alors? Le goalball, c'est une discipline que pratiquent essentiellement les aveugles, c'est-à-dire les personnes non-voyantes. Le goalball, c'est maintenant plus de 7 ans qu'il existe cette discipline en RDC, et particulièrement à Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont un ballon dans lequel il y a une sonnerie. Quand le ballon roule, ça fait du bruit. À partir de ce bruit, les aveugles qui ne voient pas attendent le son du ballon et ils peuvent savoir que le ballon va vers tel côté. Quelles sont alors les règles du jeu? Une équipe est composée de 3 joueurs. Le match se joue pendant 12 minutes, puis une mi-temps et deux mi-temps, ça fait 24 minutes, puis il y a une pause de 5 minutes. L'équipe, il y a 2 équipes. Il y a une équipe composée essentiellement des filles aveugles, des jeunes filles aveugles. Il y a également une équipe qui est composée essentiellement des jeunes garçons aveugles, des jeunes garçons aveugles, oui. Cette discipline sportive pratiquée par des personnes non-voyantes organise-t-elle déjà des championnats? Et l'année écoulée, nous venions de faire le premier championnat national à Kolwezi, où j'ai amené l'équipe de goalball de Kinshasa. Nous sommes sortis vice-champions du Congo. Nous avons ramené la médaille d'argent. Comme toute discipline sportive, le goalball regorge également des difficultés telles que les souligne le professeur Roger Lobia. L'équipe n'a pas de soutien, c'est-à-dire l'équipe n'a pas un président. Je me bats seul, vous voyez, moi je suis entraîneur, je suis professeur à l'Institut national pour aveugles. Et nous n'avons qu'une seule vareuse, c'est-à-dire un seul jet de vareuse, ça ne suffit pas. Nous faisons les entraînements avec ces jets de vareuse, nous livrons les championnats avec ces jets de vareuse, nous faisons tout avec ces jets de vareuse, nous n'avons pas de protège tibia, nous n'avons pas de sacs. Et puis, aux entraînements, vous voyez les personnes vivant avec handicap, les non-voyantes, sont un peu difficiles. Ils viennent aux entraînements, il faut les faire rentrer. Il faut prévoir au moins 20 000 francs par séance d'entraînement, et les filles et les garçons. Au-delà des difficultés, que retenir alors des perspectives? Pour le mois de juin, nous préparons les tournois locaux. Et pour le mois d'août, c'est le championnat national. Et en fait, pour le mois de septembre de cette année, nous avons un championnat paralympique au niveau de Ghana.
Le professeur Roger Lobia de l'Institut national des aveugles et entraîneur numéro 1 de goalball a conclu son intervention par une invitation aux parents de non-voyants d'inscrire les enfants à cette discipline pour les rendre encore plus utiles dans la société. Signalons par ailleurs que cette pratique s'exerce dans un terrain où le bruit n'est pas permis pour permettre aux joueurs d'être attentifs au ballon des sonnettes. Point final à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.